Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Vivatech sur le stand du Crédit Agricole, sur le stand du Village BAICA pour On refait Vivatech. C'est la quotidienne ici à Vivatech tous les jours. On traduit, on décrypte avec vous, avec nous, avec nos invités, nos experts, les grandes tendances de Vivatech. L'un des thèmes majeurs de cette édition 2024 de Vivatech, c'est bien sûr la mobilité, avec notamment beaucoup de stands de constructeurs automobiles. Et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui ou plutôt une invitée exceptionnelle, Linda Jackson, qui est la CEO de Peugeot. Bonjour Linda. Bonjour, bonjour. Alors ça me fait très plaisir de vous avoir avec nous, d'abord parce que vous êtes la CEO de Peugeot, c'est un grand constructeur, et ça me fait d'autant plus plaisir parce que vous êtes une femme, évidemment. Les femmes sont rares dans l'industrie automobile et elles sont rares dans la tech. Et c'est très dommage, non? Parce que quand je regarde mes clients, 50% sont des femmes. Donc, j'ai besoin des femmes. On a tous besoin des femmes dans cette industrie automobile. Mais aussi, maintenant, avec tout ce qui passe dans le monde automobile, ce n'est pas qu'une voiture mécanique, mais c'est une expérience client. Et donc, oui, je dis oui, encore, j'ai besoin de femmes parce que c'est très important. À vos côtés, Linda, Vincent Carré, qui est le directeur des services de mobilité de CA Personal Finance and Mobilité. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, ravi d'être avec vous. Alors, c'est la filiale du Crédit Agricole spécialisée dans le financement, dans la mobilité ou bien sûr les voitures. Et vous allez nous expliquer vraiment une thématique qui est très intéressante, c'est l'émergence de la voiture électrique a un impact sur le modèle, sur la consommation. On n'achète plus de voitures aujourd'hui. On a plutôt tendance à choisir un éventail de services, le leasing, la location longue durée. Hein. C'est bien ça, Vincent? Oui, et bientôt l'abonnement, et tout ça au service de nos partenaires. Ça donne l'occasion de saluer Madame Jackson et de rappeler le très beau partenariat entre le Crédit Agricole et Stellantis et Peugeot au travers de l'ISIS, le 3e loueur européen, 900 000 voitures financées en Europe, qui est un succès formidable et qui nous rapproche fortement de Stellantis. Oui. Ça, c'est très important parce que quand on regarde mes clients qui achètent une voiture électrique, 90% sont financement. Donc, ce n'est pas le cash maintenant. Donc, ça change complètement la vie. On va en parler un instant. Effectivement, aujourd'hui, on n'achète plus une voiture comme autrefois. On fait un choix différent, surtout qu'on a des goûts différents. On peut changer de véhicule. On va découvrir tout ça dans un instant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur quel modèle choisir. Est-ce le bon moment pour investir dans une voiture électrique? On vous répondra à toutes votre questions. Et bien sûr, pour décrypter les grandes tendances de Vivatech, ici sur le stand du Village BAICA, Fabrice Marcella, bien sûr, notre expert, le maire du Village BAICA. Bonjour Fabrice. Salut Olivier. Juste peut-être avant de démarrer, pour te dire qu'on est à Vivatech, on est sur un stand où il se passe plein de choses, et priorité au direct, il est possible, à mon grand regret, que je sois obligé de m'absenter pour accueillir un ministre sur notre stand. Donc ne sois pas étonné si je m'éloigne. Allez, place à notre première rubrique. Ça s'est passé à Vivatech. Alors beaucoup de monde, Fabrice, encore pour cette seconde journée, encore plus que l'année dernière, encore plus que ce qu'hier. Un succès qui se confirme de jour en jour, une influence record encore, on l'abordait déjà hier. Et bien sûr, on l'a dit en préambule, une tendance forte pour cette 8e édition, la mobilité, avec beaucoup de constructeurs automobiles sur le salon. Oui, et en fait, de plus en plus, ces salons de la tech se transforment en salons de l'automobile. Pourquoi? Parce que j'imagine que c'est aussi parce que l'automobile devient de plus en plus tech. On n'y vient pas uniquement pour chercher une voiture, une puissance moteur, mais avant tout de la technologie dans la voiture. Donc c'est vrai à Vivatech, c'est vrai au CES de Las Vegas. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que le CES, Consumer Electronic Show, devient de plus en plus le Car Electronic Show. C'est bien trouvé. Donc beaucoup de constructeurs, Stellantis bien sûr, Software République, Toyota, Tesla. On a même vu un concept car de voiture électrique avec une carrosserie recouverte de panneaux solaires. Alors je ne suis pas sûr qu'elle arrive tout de suite sur le marché, ce modèle-là. Linda Jackson, première question. Pourquoi Peugeot est-il ici présent à Vivatech? Et au-delà, pourquoi autant de constructeurs sur des salons techno aujourd'hui? Donc c'est super important pour le constructeur, et particulièrement pour Peugeot. Vous savez, nous avons 210 ans d'histoire d'innovation et technologie. Et donc, c'est très important pour nous, pour être ici. C'est un salon technique. On peut montrer notre concept Inception, qui est pas... Évidemment, c'est une belle voiture, mais c'est un laboratoire de technologie qui va arriver sur la voiture qu'on peut conduire dans 2 ou 3 ans.
Mais aussi, pour nous, c'est notre moteur, c'est effectivement de dire que le plaisir doit mener le progrès. Et donc, je pense que ça, c'est important. La deuxième chose qui est très importante, c'est quand je regarde les gens les visiteurs, ils sont jeunes, c'est divers. Et donc, ça c'est très important pour Peugeot d'attirer un nouveau client qui arrive effectivement sur le marché dans 2 ou 3 ou 4 ans. Donc, habile transition, Linda Jackson. Le but, c'est d'évangéliser autour de l'usage de la voiture électrique. J'imagine que vous l'observez de votre côté, j'imagine également, Vincent. Ces derniers mois, il y a un certain attentisme autour de l'achat des véhicules électriques. On va en parler dans un instant avec ces nouvelles générations de véhicules. Nous avons préparé un petit micro-trottoir pour poser des questions dans les allées du salon pour savoir si les gens étaient mûrs aujourd'hui pour acheter une voiture électrique. On regarde ensemble. Professionnellement, je n'ai pas le choix que de vous dire oui, je serais prête à passer à la voiture électrique parce que j'aurais peut-être pas eu la même réponse il y a quelques années, mais les infrastructures se développent et il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place par les constructeurs, l'État, etc. pour que ça se passe bien. Donc, moi, les réticences que j'avais, c'était plutôt sur des questions d'autonomie, des choses comme ça. Et voilà, maintenant on s'améliore, donc oui, pourquoi pas passer au 100% électrique? Alors oui, tout à fait, je serais prête à passer à la voiture électrique parce que je trouve qu'on permet désormais une vraie avancée en termes d'écologie et de conduite auprès des consommateurs. Et je pense que ce serait, qu'en fait, vu que la solution a été créée, autant en profiter et surtout que voilà, on a un réel avantage sur l'écologie et il faut toujours penser à demain. Oui, je serais prêt à acheter une voiture électrique, mais uniquement pour un usage urbain. Une petite voiture, petit modèle, pas des modèles trop lourds, type ceux qu'on voit derrière là chez Tesla. Mais oui, pour des petits modèles, petites voitures, ouais, pour des courts trajets, oui, tout à fait. À l'heure actuelle, je pense que je ne serais pas totalement prête pour passer à la voiture électrique pour la simple et bonne raison que par rapport à l'expérience au sein de l'habitacle, par rapport au ressenti du moteur, etc., je trouve ça plus agréable les voitures thermiques aujourd'hui pour avoir essayé la voiture électrique. Voilà, je préfère thermique encore pour le moment. Vous avez bien compris qu'on est dans un salon technologique, donc effectivement, une majorité de personnes sont plutôt prêtes à adopter la voiture électrique. Mais il y a quand même encore des partisans du modèle thermique. Juste peut-être question d'abord avec Vincent. Est-ce que vous avez observé ça au niveau du marché, vous qui financez aujourd'hui l'achat des voitures? Je ne dirais pas un ralentissement, mais une certaine curiosité et un certain attentisme de la part des utilisateurs. Alors, on voit deux choses. D'abord, on voit un vrai dynamisme. Il faut que vous ayez en tête qu'on finance plus d'1 200 000 voitures en Europe par an. Et 32% de ces voitures sont électriques. Près d'une voiture sur 2 sont électriques ou électrifiées. Donc, le mouvement dans nos financements, il est très clair, très visible. Est-ce qu'on voit de l'attentisme? Oui, on voit encore de l'attentisme pour des gens qui roulent beaucoup, qui ont besoin de véhicules avec une autonomie probablement supérieure à 500 ou 600 km. Ces voitures, elles sont en train d'arriver. Il y a une très belle voiture qui arrive d'ailleurs chez Peugeot, qui est la i3008, qui est une voiture très impressionnante avec une autonomie qui nous paraît très adaptée au marché. L'arrivée de ces voitures devrait permettre à probablement 30 ou 40% de clients en plus de basculer. Le principal frein aujourd'hui, Linda Jackson, c'est quoi? C'est l'autonomie. Il y a encore à convaincre sur la capacité des voitures à nous amener loin. C'est ça le principal frein? Oui, donc effectivement, il y a deux choses. Le premier, c'est sur l'autonomie. Et donc effectivement, c'est pourquoi nous sommes en train de lancer une voiture avec 680 km d'autonomie. C'est un best in class. Mais le deuxième, c'est rassurer le client. Parce qu'il y a beaucoup de soucis, est-ce que la batterie va durer, etc. Et c'est pourquoi nous avons décidé, sur toutes nos voitures électriques, d'offrir 8 ans, 160 000 km couverture. Donc, à leur cœur, c'est une couverture. Et donc, ça, c'est très important. Donc, autonomie et rassurer le client. Et donc, ça, c'est les deux choses. Au-delà de l'attentisme qu'on pourrait observer aujourd'hui, est-ce que la voiture thermique est toujours... on doit vraiment la conjuguer au passé, vous pensez? Parce qu'une particularité, d'après ce que j'ai compris sur les plateformes de Peugeot, c'est que vous avez fait le choix de faire des systèmes qui permettent de passer d'un véhicule électrique ou à un véhicule thermique. Encore une fois, c'est de rassurer le client parce que nous sommes dans une période de transition.
Et donc, c'est pourquoi nous avons décidé de faire le Multi-Energy Platform. Pourquoi? Parce qu'on peut offrir la même voiture dans l'électrique, hybride ou plug-in hybrid. Et donc, c'est le client qui peut avoir le choix, évidemment. Notre ambition, c'est de devenir le leader en véhicule électrique en 2025, mais aussi, on a dit en 2030, on va passer vers 100% de nos ventes en Europe seront électriques. Mais évidemment, nous sommes dans cette aventure, on peut dire, aux transitions, et c'est important de suivre les clients. Fabrice, tu en as fait également l'expérience sur le terrain, et puis les constructeurs que tu as pu rencontrer ici ou au CES de Las Vegas. Oui, alors j'ai fait le choix en tout cas d'être en voiture électrique, moi. Il a fallu que je sois rassuré, pas uniquement par la voiture, mais aussi par l'infrastructure. Bien souvent, lorsque je me suis arrêté les premières années, en tout cas, dans une station de recharge, elle était certes indiquée sur mon GPS, mais elle était encore sous cellophane quand j'arrivais. Et je vous assure que quand on est à 3% d'autonomie, déjà à 9%, je suis en PLS avec mon mobile, mais alors avec une voiture électrique, ça devient tout de suite très angoissant. Donc on apprend à gérer ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est-à-dire que notamment en France, il n'y a quasiment pas une station-service sur l'autoroute qui n'a pas une borne de recharge. Donc on est plus rassuré, en tout cas qu'avant, pour pouvoir l'adopter. Il faut encore, en tout cas, pas mal évangéliser sur ces enjeux-là. Fabrice, la mobilité, ce n'est pas simplement à Vivatech que de la voiture. Hein. Et non. Il y a d'autres formes de mobilité qui sont également présentées. Et ça t'a inspiré ton stand du jour, parce que tous les jours dans Refait Vivatech, tu nous présentes le stand du jour, justement. Et oui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour se déplacer rapidement, et j'arrive au stand, hein, pour se déplacer rapidement d'un point A à un point B, surtout quand on est sur Paris, ben, qu'on soit en voiture électrique ou pas, ça peut devenir la galère. Et donc, je voulais mettre en avant le stand d'ADP, qui propose aujourd'hui de s'attaquer à ce problème avec une start-up qui s'appelle Vélocopter. Vélocopter, eh ben, on les voit à l'image, ils proposent finalement un drone, un taxi volant, qui s'appelle Velocity et qui devrait, alors ça, j'ai pas réussi à avoir confirmation de savoir si c'est réel ou pas, être prêt pour les Jeux Olympiques. Ça va voler pour les JO, ça. Ben, c'est la promesse. En tout cas, c'est l'attente du duo. Bon, alors, j'imagine qu'ils ont plein de dérogations pour ça. Ça s'élève de façon verticale. Je ne sais pas si à l'image on le voit. Ça fait un bruit de tondeuse à gazon. Alors je ne sais pas si c'est très rassurant non plus. C'est un immense drone en fait. C'est un immense drone. Alors il n'est pas piloté par une télécommande depuis un type qui est sur le. Il y a quand même un pilote dans l'avion, j'imagine. Enfin dans l'avion. Il y a un pilote dans le drone. Alors le prix estimé est de 110 €. Le trajet. Le trajet. C'est pas. Ah oui, pardon. Effectivement, pas le Velocity, mais le prix du trajet est estimé à 110 €. 35 km d'autonomie, ce qui peut être un petit peu faible quand même. Donc liaison à l'aéroport de Paris. Oui, et puis sur les grands sites olympiques. Sur les grands sites olympiques. Pour pouvoir transporter plutôt une clientèle VIP. Donc voilà, l'avenir nous dira, on n'a plus qu'à attendre 2 mois et on le saura si ça fonctionne vraiment. Merci Fabrice, on aura l'occasion encore demain de redécouvrir les grandes tendances de Vivatech grâce à toi également. Le stand du jour, voilà pour un rapide tour d'horizon de ce second jour, de cette seconde journée ici à Vivatech. Gros plan à présent sur les enjeux de la voiture électrique, la stratégie de Peugeot en ce domaine notamment, le futur de l'automobile, mais aussi les nouveaux modes de consommation et de financement. Mais d'abord, notre start-up du jour. La start-up du jour, chaque jour, Hélène Bollage du Village Baïsia va nous présenter une start-up prometteuse afin qu'elle nous fasse une rapide présentation. Alors, essayez de joindre Hélène en duplex. Hélène, est-ce que vous m'entendez? Vous n'êtes pas très loin de moi, là derrière, parmi les stands du Village Baïsia. Est-ce que vous m'entendez? Quelle est la start-up du jour? Est-ce que vous m'entendez, Hélène? Hélène? Oui, merci beaucoup, Olivier. Je vous reçois bien. Alors, la start-up du jour est en lien avec le sport. Bientôt les JO et donc on a décidé de mettre le sport à l'honneur. Je suis avec Morgane de Drillite, qui est une start-up qui met l'innovation au service du sport et de la santé. Bonjour Morgane, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Drillite et à quelle problématique elle répond? Ouais, chez Drillite, on a développé un objet qui s'appelle l'icône, qui est ici que vous voyez, qui est un objet cognitif. Donc avec cet objet, pour les entraînements sportifs et les phases de rééducation pour des patients, on va intervenir surtout sur le côté cognitif, la prise d'informations, les réflexes, les mouvements aussi. C'est un objet qui émet de la lumière, qui donc envoie des signaux, des stimuli cognitifs au cerveau du sportif et du patient. Il doit réagir en fonction. L'objet fonctionne tout seul ou à plusieurs. On peut faire des exercices avec un icône, comme 10, comme 15, comme 20. Et c'est aussi un objet qui est extrêmement intelligent parce qu'il capte de la donnée. Et cette donnée nous permet d'analyser le profil du patient ou du sportif et de suivre ses courbes de progression et de performance. Donc nous, on va intervenir en fait sur le marché
De la sport performance, on va travailler avec des clubs professionnels de football, de rugby, vraiment multisport. On va travailler aussi sur le sport loisir dans lequel j'inclus des clubs amateurs. Ça peut être des salles de sport, ça peut être voilà, ce type de cible pour nous. Et en ce moment, on a de plus en plus de demandes sur le sport santé avec des kinés, des neurologues, des médecins, etc. pour intervenir sur des phases de rééducation de patients. On s'était déjà vu l'année dernière à l'occasion de cette émission On refait Vivatech. Quelles sont les évolutions depuis? Comment avez-vous évolué? Alors on a fait énormément évoluer le produit d'un point de vue technologique. Aujourd'hui il est vraiment sur sa première version qui va être commercialisée dès la semaine prochaine. Il est très au point, très fonctionnel. On est très content du travail qu'on a effectué durant ces derniers mois. Et sinon, d'un point de vue business, ce qui se passe, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation de la demande sur le côté santé, médecine. Et ça, c'est un petit peu inattendu pour nous et on en est très heureux. Super. Et comment se passe le salon pour vous? Je vois que les allées sont pleines. Est-ce que les résultats sont là? Le salon se passe très bien. On a tout le temps de l'activité sur le stand. On rencontre de tout. Là, ce matin, vous voyez, j'ai même réussi à vendre des icônes alors qu'à la base, on n'est pas venu pour vendre. Donc ça, c'est génial. On rencontre énormément d'investisseurs aussi parce qu'on est en phase de levée de fonds et pour nous, c'est une phase qui est déterminante. Et puis ce qui est cool, c'est que les gens peuvent aussi essayer le produit et ils se prennent vite au jeu et comprennent très rapidement à quoi ça sert. Donc non, ça se passe hyper bien. Ouais. Merci beaucoup et bonne continuation. Olivier, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment Hélène. On se retrouve demain pour une nouvelle start-up du jour. On passe au sujet principal de cette émission. On va essayer de dessiner ensemble l'avenir de l'automobile et rien de moins. Alors je disais en préambule de cette émission, la mobilité c'est une tendance forte ici à Vivatech. Linda Jackson, vous avez présenté un concept car, je crois, qui s'appelle Inception. Alors quel message souhaitez-vous véhiculer, justement, sans jeu de mots, en présentant justement ce modèle? La première chose, c'est la direction, c'est l'avenir pour Peugeot. Donc, ce n'est pas comme simplement une belle voiture, c'est, comme j'ai dit, c'est un laboratoire de technologie. Et donc, effectivement, dans cette voiture, évidemment, vous avez les matériaux pour la sustainability et tout ça, mais l'importance, c'est à l'intérieur. C'est une plateforme électrique, évidemment, c'est une plateforme Stellantis, mais aussi c'est à l'intérieur, vous avez par exemple, je prends un exemple, la Hypersquare. Et la Hypersquare, c'est notre évolution. Nous sommes, dans chaque Peugeot, il y a un iCockpit. C'est quelque chose, une façon de conduire spécifique pour Peugeot. C'est votre marque de fabrique aujourd'hui. Exactement, c'est un unique selling point. Et donc, effectivement, on a décidé de remplacer le volant traditionnel avec un volant Hypersquare. Donc, c'est une nouvelle geste. C'est exactement comme le sentiment de gaming. C'est comme on parlait tout à l'heure de drones, comme dans les avions modernes aujourd'hui, c'est des commandes de vol électrique. Exactement, c'est ça. Un volant électrique, il n'y a plus de colonne de direction. Exact. Et ça a beaucoup d'avantages, je crois. Oui, exactement. Avec ces liens électroniques, c'est agile, c'est très flexible, etc. Et donc, ça donne, c'est un plaisir. On n'a plus besoin de tourner le volant 2-3 fois à faible allure. Oh, rien de ça. Mais la chose aussi très importante, c'est pas simplement une technologie en test. Donc ça va arriver dans la voiture dans 2 ou 3 ans. Donc plus de maniabilité avec ce système de volant électrique, un steer-by-wire. Oui. Et puis c'est peut-être aussi le début de la matérialisation de la voiture autonome, puisque la voiture autonome, le volant doit à un moment donné disparaître. S'il n'y a plus de colonne de direction, le volant peut se cacher quelque part. Exactement. Et vous voyez ça sur l'Inception. Donc vous avez sur le concept Inception, soit pour conduire, soit autonomie. Vous avez le choix, c'est le plaisir. Alors, la voiture autonome, on en a entendu parler à chaque année de Vivatech. On s'aperçoit qu'on la retarde de plus en plus. C'est vrai que c'est assez compliqué, pas par rapport à une barrière technologique, mais plus par peut-être une barrière réglementaire, Vincent. Oui, alors on en parle depuis presque 10 ans. On voit bien qu'il y a des choses qui vont être possibles, hein, et Linda pourra en parler encore mieux que moi. On voit qu'aujourd'hui, l'autonomie sur autoroute, ça arrive et ça arrive très vite. On va avoir beaucoup de voitures qui vont être autonomes sur autoroute. C'est déjà le cas voilà. Aujourd'hui. L'autonomie en cycle urbain, dans des environnements compliqués avec des piétons, des vélos, des trottinettes, reste extrêmement difficile, extrêmement challenging et mettra probablement beaucoup plus de temps. Pour autant, on voit bien aujourd'hui que beaucoup de constructeurs avancent très vite vers l'autonomie autoroutière.
Et Fabrice qui nous rejoint, hein, qui avait une petite urgence. Le voilà de retour. On parlait de la voiture autonome justement, Fabrice. C'est une promesse historique d'Elon Musk. Et puis on s'est aperçu que d'année en année, il retardait la voiture 100% autonome telle qu'on l'imaginait. Que ce soit au CES, que ça soit... Et puis en Europe, il y a un cadre réglementaire qui est plus contraignant également. Hein. Oui, et alors, même s'il y a quand même une forte attente, je trouve, en tout cas, peut-être des conducteurs. Enfin, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui adore la tech, donc de pouvoir tester des modèles de voitures autonomes, c'est ce que je cherche à faire d'ores et déjà aujourd'hui, puisque là, les réglementations, elles s'est un petit peu assouplies, si je ne me trompe pas, ces dernières années, qui permet quand même d'avoir une forme. Notamment, ouais. Et même en France, on peut avoir une forme de conduite autonome, oui. Mais qui n'est pas effectivement la plus poussée. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, ça reste quand même très impressionnant quand on est à l'extérieur de la voiture. J'ai eu l'occasion d'aller à San Francisco lors du CES de Las Vegas et j'ai vu des taxis sans chauffeur. Et c'est vrai que... Ouais. Non, mais ça, tu n'es pas prêt malheureusement de les voir en Europe. Mais au-delà de ça, il y a quand même, quand on est pour des raisons sur la rue, justement. Ça fait peur. Ça fait peur quand même de voir ces voitures qui se baladent tout seuls sans chauffeur. Vous voulez dire un petit mot, Linda, peut-être? Je pense que c'est très important parce que sur l'autonomie, il y a quelques niveaux. Et donc, vous avez raison. Sur les voitures, aujourd'hui, on a la level 2. Donc, ça, c'est très important. C'est très bien. C'est très bien. Ouais. Pour arriver à la level 4, au niveau 4, ça, c'est la technologie très chère. Donc, effectivement, c'est ça. Ça prend du temps. Mais aussi, le souci pour moi, franchement, d'être honnête, si vous avez un mélange des deux, vous avez les voitures autonomie et vous avez les voitures traditionnelles. Et donc ça, c'est pas safe. Donc, et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand on interrogeait les personnes qui vivent à San Francisco, elles râlent beaucoup contre les voitures autonomes parce que ce sont les seules à respecter la réglementation, donc la limite de vitesse, le feu rouge, le machin, le truc. Et donc, c'est très... Alors que notre côté un peu plus français, on a un peu plus méditerranéen. Voilà, c'est ça. Latin, dit Renaud. En parallèle, si vous êtes également ici présente, Linda Jackson, c'est également parce que vous vouliez annoncer un partenariat, je crois. Exactement, avec Captain Close. Donc ça, c'est très important pour nous, pour Peugeot, de donner la possibilité à nos salariés pour effectivement contribuer aux initiatives éducatives. Et éducatives, je dis ça, sur l'environnement. Nous avons déjà 2 partenariats avec Under the Pole et Born Free. Et donc, pour nous, à partir de juin cette année, on va donner la possibilité à nos salariés. Et c'est grâce à une plateforme de Captain Close qu'on peut faire ça. Donc, c'est très important. Alors, Captain Close, c'est pas forcément très connu, mais la personne qui est derrière Captain Close est très connue à Vivatech et pour les gens de la tech, puisqu'il s'agit de Frédéric Mazzella, hein, qui est le fondateur de BlaBlaCar, notamment. Et donc, ça permet donc à vos salariés ça permet à vos salariés de soutenir des initiatives solidaires, hein, et plutôt écologiques. Hein, exactement, c'est ça. Parce que ça, c'est un sujet... Nous avons un objectif d'arriver à Carbon Net Zero en 2038. Et donc, il y a beaucoup des initiatives. Et pour moi, c'est très important pour impliquer les gens dans cette démarche. Alors, Linda Jackson, ici, une des tendances, c'était le thème de l'émission d'hier, une tendance forte de Vivatech, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment la thématique numéro 1 ici à Paris, à Vivatech. Quid des travaux de Peugeot concrètement en matière d'intelligence artificielle pour la véhicule de demain? Donc, effectivement, c'est aujourd'hui parce qu'on a décidé de mettre ChatGPT dans nos voitures. Donc, on commence avec le 3008 qui arrive sur le marché maintenant et on a ChatGPT. J'ai testé, c'est super. On n'a pas à avoir un discours. C'est une vraie conversation maintenant. Donc c'est un assistant vocal. Exactement, c'est ça. D'avoir l'assistant vocal traditionnel que vous aviez auparavant, maintenant c'est ChatGPT. Exactement, c'est ça. Vous avez aussi donc un partenariat avec OpenAI pour ça, j'imagine? Oui, donc effectivement, c'est ça. Alors, quid tu voulais dire quelque chose peut-être, Vincent, à propos de l'intelligence artificielle? Oui, moi je peux peut-être rebondir que l'intelligence artificielle arrive dans les voitures, mais elle arrive aussi dans le financement automobile. Hein. L'intelligence artificielle, elle est d'abord utilisée pour mieux connaître nos clients. C'est pas pour mieux les contrôler, c'est pour 2 raisons. D'abord, mieux connaître des clients qu'on ne finance pas traditionnellement, notamment les jeunes. Faciliter le financement, Claire. Faciliter leur financement parce qu'on les connaîtra mieux, on pourra prendre un peu plus de risques. Et puis aussi empêcher certains clients de se mettre trop en risque. Donc ça, c'est la première attente qu'on a sur l'intelligence artificielle. Ça va permettre de baisser le prix du financement, c'est intéressant. Exactement, exactement, et puis de financer plus de monde. Et puis, dans toutes nos activités de service, on utilise de plus en plus d'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple. Notre filiale de livraison à domicile, iFlow, qui est une plateforme technologique, hein, qui gère des chauffeurs qui vont livrer des voitures chez les clients, plus de 1000 par jour. Et iFlow développe de l'intelligence artificielle pour accélérer
l'efficacité des missions et disponibilité des chauffeurs. Donc, tous les jours, on progresse. Alors là, on parle du futur et du quotidien avec ChatGPT. Les deux grandes plateformes les plus connues des conducteurs, c'est bien sûr soit la plateforme de Google ou encore la plateforme d'Apple qu'on connaît bien. On refait Vivatech et on refait le Mac avec CarPlay. Chez Peugeot, vous avez plutôt choisi d'être agnostique, c'est ça? Donc, pour nous, c'est très important chez Stellantis, effectivement, de garder, de gérer l'information de la voiture. Et donc, on a décidé de faire ça. Pourquoi ça? Parce que notre première chose, il faut garder, c'est la sécurité, etc. Donc, on a décidé de faire comme ça. L'enjeu, c'est de conserver les données de vos utilisateurs et qui ne partent pas chez Google ou Apple ou d'autres grands acteurs de la tech aujourd'hui. Et aussi, dans notre plan, notre stratégie, évidemment, on a beaucoup de data, d'informations qui arrivent de nos voitures. On peut faire ça pour le service de nos clients, mais aussi, évidemment, c'est le big data. Et donc ça, c'est très important pour tous les constructeurs maintenant. Ce qui n'empêche pas de brancher son iPhone ou son téléphone Android et d'avoir l'interface ad hoc. Évidemment, ça marche exactement comme ça. Mais après, de gérer l'information de la voiture, ça, c'est très important pour un constructeur. Alors, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience. Dans mon entourage, il y a de plus en plus de gens qui font le choix d'acheter une auto, aussi par rapport au système d'entertainment embarqué. Est-ce que vous avez fait ce constat également autour de vous? C'est très important dans le choix du véhicule. Absolument, oui. Oui, on commence à voir ce comportement de plus en plus sur les véhicules. Et puis, on voit bien que le client aujourd'hui a un intérêt de plus en plus fort pour la technologie. Ce n'est pas vrai seulement en Europe, c'est vrai sur la plupart des marchés. Ça devient un critère d'achat très important. Et la connexion au téléphone et la manière dont la voiture est connectée à son téléphone devient aussi un enjeu majeur. Fabrice, tu regardes s'il y a CarPlay, s'il n'y a pas CarPlay, tu ne prends pas? Alors oui, je regarde si la voiture est semi-autonome, s'il y a CarPlay, s'il y a toutes les dernières nouvelles technologies. Et d'ailleurs, c'est très frustrant parce qu'une voiture, ça ne se change pas comme un téléphone. Et pour autant... ça se met à jour maintenant, une voiture. Oui, ça se met à jour quand c'est du soft. Mais certaines fois, ce n'est pas que du soft. Et c'est vrai qu'on a envie aujourd'hui, en tout cas quand on est habitué à ces mises à jour régulières, de temps en temps, de pouvoir changer plus régulièrement, en tout cas son véhicule, pour avoir ces nouvelles techno. Ouais. L'autre point que je trouvais très intéressant à aborder lors de cette émission, c'est que la voiture est en train de transformer aussi le parcours client et la manière dont on achète sa voiture. C'est ce que vous avez constaté, Vincent, au sein de CA Personal Finance and Mobility, je crois. Alors on le constate tous les jours parce que nous sommes notamment le partenaire de Tesla, qui a un parcours 100% en ligne. On ne peut pas acheter et financer une Tesla autrement sur Internet. Il y a des concessions, mais on ne peut pas y acheter la voiture. D'accord. On peut voir la voiture, on la commande en ligne, on la finance en ligne. Donc ça nous a forcé à développer des parcours digitaux totaux où tout se passe en ligne, y compris le financement. Et ces parcours, évidemment, on les met à disposition de tous nos partenaires constructeurs qui, eux, ont tous des parcours mixtes, c'est-à-dire on peut commander en ligne ou on peut commander dans les concessions. Et aujourd'hui, ce système Figital est le système qui est le plus généralisé. Et c'est vraiment une transformation très importante de la consommation automobile aujourd'hui. Linda Jackson, est-ce que vous avez également fait le même constat de cette nécessité de digitaliser tout le parcours de financement et d'achat de la voiture aujourd'hui? On achète une voiture comme on achète un ordinateur aujourd'hui? Oui, donc effectivement, ce n'est pas simplement la voiture maintenant, comme j'ai dit, c'est l'expérience clientèle. Donc effectivement, il faut avoir, c'est quelque chose qui est seamless, donc qui est très facile. Et donc, le selling online, par exemple, la vente en ligne, c'est à peu près 20% de nos ventes aujourd'hui. Donc ça monte. 20% aujourd'hui. 20%. De B2C, de clients particuliers. Oui. Mais évidemment, ce n'est pas que ça. Donc, effectivement, il faut avoir l'Internet, le website qui marche très bien avec le digital sur le smartphone et tout ça. Et c'est l'interface entre votre smartphone et la voiture qui effectivement, c'est le plus important. Tous les gens maintenant, il faut qu'ils sortent de la maison, entrent dans la voiture et que c'est seamless. Donc ça, c'est le challenge, non? Ils retrouvent leur environnement, leurs habitudes, leurs outils, leurs applications. Et voilà. Donc c'est très important. Il faut qu'il y ait un écosystème. Ça, les constructeurs, Fabrice travaille beaucoup là-dessus, en fait. Oui, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus du monde du smartphone. Un écosystème. Dans la façon de l'acheter, dans la façon d'utiliser sa voiture. En fait, aujourd'hui, elle est digitale comme le smartphone. Dans la façon de télécharger des applications, dans l'infotainment, dans la façon de la recharger aussi, puisque la première chose qu'on fait quand même quand on arrive à la maison, c'est de plugger son téléphone sur une prise électrique. Maintenant, finalement, on sait déjà le faire, donc on a ce réflexe, pourquoi pas pour la voiture. Donc, on a vraiment deux mondes dont l'expérience est de plus en plus proche, effectivement. Alors Vincent, les habitudes du conducteur, on l'a compris, évoluent, jusqu'à même choisir de
de ne pas devenir ou de ne plus devenir aujourd'hui propriétaire de l'automobile. Ça, c'est vraiment l'impact de la voiture électrique qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas forcément posséder sa voiture. Alors, pas seulement de la voiture électrique, mais la voiture électrique accélère le phénomène. Donc aujourd'hui en France, 90% des flottes sont en leasing, sont en location longue durée. Alors que les Français étaient plutôt hermétiques au leasing à l'origine. Hein. Plus de 50% des particuliers sont en location et pour la voiture électrique, plus de 90%. Ça a été un basculement. C'est un basculement et sur la voiture électrique, c'est une grande assurance, hein, puisqu'on loue une voiture pour une durée donnée, on ne se préoccupe pas de sa valeur résiduelle, on n'est pas inquiet de la valeur de sa batterie. Et ça me permet de rajouter que on a une grande responsabilité en tant que financeur sur le plan des services électriques. Hein. C'est-à-dire que les constructeurs comme Peugeot sont très rassurants pour l'acheteur de la voiture neuve. La batterie est garantie 8 ans. Mais nous, il va falloir qu'on soit aussi rassurant pour l'acheteur de la voiture d'occasion. Donc là, on va lancer, nous, très prochainement, nos premières extensions de batterie sur les voitures d'occasion pour garantir les batteries jusqu'à 10 ans, jusqu'à 15 ans, hein, pour rassurer les clients. Ça, c'est une grande inquiétude pour l'achat de voiture électrique. Comment bien revendre sa voiture? Est-ce qu'elle ne va pas perdre de sa valeur? Et quelle garantie on peut avoir que si j'achète une voiture d'occasion, la batterie... La meilleure solution, c'est de garantir les batteries sur des durées plus longues en occasion pour assurer, pour garantir les valeurs résiduelles. Et on va le faire. Jackson. Et donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, on travaille ensemble parce que moi, comme constructeur pour Peugeot, j'offre 8 ans de garantie, couverture, batterie, etc. sur la voiture. Donc effectivement, c'est la première vente et le deuxième. Mais après, c'est une extension, effectivement. C'est les deux qui comptent. Ouais. Olivier, le Crédit Agricole, pardon. Vas-y, Hassan, pardon. Le Crédit Agricole a un partenaire formidable qui s'appelle Opteven, qui est un des leaders européens des garanties sur les véhicules d'occasion. Et nous lançons ces produits avec eux, avec beaucoup de souplesse pour les clients. Concrètement, comment ça va se matérialiser, Vincent? J'achète une voiture d'occasion, je vais avoir une garantie de 2, 3, 4, 5 ans, c'est ça tout simplement? En fait, je peux choisir une extension de garantie jusqu'à 10 ans, jusqu'à 15 ans, en fonction de la valeur de ma batterie. Et je la prends dans mon financement, c'est-à-dire que je la finance tous les mois à raison de quelques euros, de manière à garantir ma voiture et ma batterie jusqu'à une durée qui est beaucoup plus longue. Fabrice. Pour moi, finalement, sur la valorisation de l'occasion, j'ai le sentiment qu'il y a deux phénomènes. Il y a le premier qui est de dire, voilà, est-ce que ma batterie va être fiable dans le temps? La seconde, c'est qu'on a le sentiment que ce n'est pas un marché qui est complètement mature sur les capacités prochaines des batteries. C'est-à-dire qu'on perd de la valeur aussi parce qu'il y a des ruptures technologiques quasiment tous les ans. Ça va trop vite. La preuve, hein, puisque vous sortez une voiture qui va faire plus de 600 km d'autonomie, et on se dit, ah bah mince, la mienne n'en fait que 400, quand je vais la revendre, même si je l'ai acheté très cher, bah de fait, elle va perdre un peu de valeur. Donc je ne sais pas comment ça on peut le garantir, ou en tout cas rassurer des acheteurs ou de voitures électriques. Je peux répondre là-dessus. Oui, hein. Je pense que les clients, ils ont surtout, ils sont conscients de l'autonomie qu'ils ont quand ils achètent la voiture. Ils ont surtout besoin d'être sûrs que cette autonomie va durer. D'où l'importance de les réassurer au-delà de 8 ans sur la durée de vie de leur batterie. C'est ce qu'on fait. Alors, on a compris que les habitudes de consommation évoluent. Le leasing n'est plus forcément mal perçu aujourd'hui et s'est accéléré, sans jeu de mots, par la voiture électrique. Mais également, ce qu'on appelle la location. Alors, il n'y a pas que la location longue durée. Il y a un service, je crois, qui s'appelle Drivalia au sein du groupe Crédit Agricole, qui permet de faire un peu une formule à la carte. C'est ça, on n'est pas obligé de s'engager sur le long terme. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il y a 30 ans, on a vu la location longue durée arriver sur le marché et grignoter progressivement le crédit. Aujourd'hui, elle s'est imposée. C'est imposé pour les particuliers, pour les flottes, il n'y a plus de doute là-dessus. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de possession de voiture qui s'appelle l'abonnement, qui est en train de grignoter tout doucement la location longue durée par le bas. L'abonnement, c'est quoi? C'est une utilisation très souple de la voiture. Pour plein de raisons. J'ai besoin d'une voiture petite la semaine, mais à certains moments, j'ai besoin d'une voiture plus grande. J'ai besoin d'une voiture, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Je veux pouvoir la rendre quand je veux. J'ai besoin d'une voiture dans une ville, mais comme je vis dans 2 villes parce que je suis en télétravail, j'en ai besoin à 2 endroits. Et nous, on a développé au travers de Drivalia, qui est notre société de location courte, moyenne et longue durée, on a développé des formules d'abonnement qui s'appellent CarCloud, qui sont multiples et qui permettent de répondre à ces besoins. Donc là aussi, il y a une analogie entre le monde de la tech et la manière dont on consomme l'automobile. Je m'abonne finalement à une voiture comme je m'abonnerais à Spotify ou à Apple Music. Vous avez constaté également ce besoin, vous y travaillez au sein du groupe Peugeot aujourd'hui? Je pense que ça, l'offre, c'est très intéressant. C'est un petit, comme on dit en anglais, c'est un subscription. Donc effectivement, c'est comme Netflix. Moi, je rêve exactement pour une offre où je peux payer, je ne sais pas combien par mois, et effectivement, j'ai accès à un 3008 ou une petite voiture ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a une tendance pour aller à ça, et donc c'est très important pour le type d'offre.
Alors c'est ça qui est intéressant, et vous avez raison Linda, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de choisir un modèle particulier, on peut changer d'avis, c'est-à-dire qu'effectivement l'inquiétude c'est de dire je vais partir en vacances au mois de juillet, au mois d'août, j'ai besoin d'une voiture qui offre de l'autonomie, et puis le reste du temps j'habite à Paris donc je peux avoir une petite voiture, et pour les vacances je bascule juste sur un autre véhicule. Alors notre engagement, nous, il est de 48 heures. C'est que vous devez prévenir 48 heures à l'avance que vous allez rendre votre voiture et dire si vous allez la rendre ou si vous en prenez une autre pour qu'on ait le temps de s'organiser, de rapatrier la voiture nécessaire. 48 heures pour faire le changement. Alors, concrètement, ça coûte cher de louer une petite voiture si on est par exemple parisien et qu'on veut une voiture pour la semaine? Alors comme en fait on utilise notre parc de location courte durée, louer une voiture un mois en abonnement, c'est autour de 300 € pour une petite voiture. C'est pas très différent du prix d'une voiture neuve. Bien sûr, on n'a pas une voiture neuve, on a une voiture qui est d'occasion récente, puisque c'est une voiture de location. Mais il faut comprendre que si on peut faire un tarif aussi compétitif, c'est parce que quand la voiture revient, quand vous la rendez, avec un préavis très court, eh ben nous, on peut la relouer tout de suite. On peut la louer à quelqu'un qui vient faire du tourisme, on peut la louer comme une voiture de remplacement, mais en tout cas, on la reloue tout de suite. Voilà, et c'est ça qui permet d'avoir ces tarifs compétitifs. Donc c'est encore une manière différente de consommer l'automobile, une manière technologique aussi de consommer l'automobile et rassurer sur les nouveaux usages autour de l'automobile, parce qu'effectivement, et j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous êtes si nombreux les constructeurs à Vivatech de rassurer autour de l'usage de la voiture électrique, parce qu'il y a plein de possibilités, pas seulement de financement, et d'assurer une durabilité de ces voitures. Merci beaucoup Linda Jackson, merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Fabrice. Merci Olivier. Pour cette participation à ce deuxième numéro d'On refait Vivatech. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Demain, une émission spéciale d'On refait Vivatech consacrée à l'intelligence artificielle à la française, avec des Français qui vont nous parler pourquoi la France est si compétitive en matière d'intelligence artificielle. On aura le plaisir et la chance de recevoir Aude Durand, qui est la DG adjointe d'Iliad, mais aussi à l'origine du projet QTI. Vous verrez, c'est un fonds assez intéressant autour du développement de l'IA en France. Et puis on va recevoir également un des dirigeants et CTO d'IBM Technologies. Ça va être une émission passionnante. Je vous donne rendez-vous demain. Et pour ne rien rater dans Refait Vivatech, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton sur YouTube. Et également, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Rendez-vous demain à 18h30 sur la chaîne de Refait le Mac. Salut et à demain.